Mon clocher porte une horloge à son flanc ouest. Cette horloge a sonné mes jeunes heures, et avec elle les heures d'une petite ville entre les petites villes du centre. C'est une bourgade du centre, sur les bords de la Loire, au cœur du précaré français. Pas de province qui soit plus tendrement marquée, plus assidûment façonnée par le travail, la piété, l'art des hommes. La petite capitale où nous sommes est le centre et le cœur d'un monde. Monde exigu mais complexe et divers, pôle d'attraction pour une population rurale, elle-même variée, diversifiée à l'infini. De la forêt au fleuve, de la brande déjà solognote aux riches terrains alluvionnaires. Mais lui aussi, ce petit peuple rustique tient au bourg, aux troupeaux des maisons accrochés à leurs coteaux de Loire, serrés autour de leurs clochers. C'est au pourtour que se cantonnaient les vignerons, surtout à l'ouest, du côté du soleil et des terrains un peu plus chauds. Ils étaient pieux. Leur quartier s'appelait et s'appelle encore la Bonne Dame. Ils avaient leur chapelle, leur bannière quasi paroissiale, leur statue de la Vierge qu'ils vénéraient sous le vocable de Notre-Dame de l'Épinois, leur bannière de confrérie aussi et leur fête particulière, l'Assomption et la Saint-Vincent. Ils étaient tout près de 1000, reconnaissables à leurs blouses longues, flottantes, délavées, qui tournaient peu à peu un bleu vert de gris, de la couleur même du sulfate qu'ils pulvérisaient sur leurs vignes. Reconnaissables à leurs casquettes de soie noire l'été, de lapin et à oreilles l'hiver, à l'habitude qu'ils avaient de se raser entièrement le visage, moustache comprise, une fois par semaine en moyenne, mais ponctuellement. Et aussi, chez les vieux, à leur corps plié en deux, noueux, tordus, qu'ils ne pouvaient plus redresser à force d'avoir biné, sarclé, marré, taillé leurs cèpes. Ils allaient, les mains jointes dans le dos sous la haute, pour faire un peu contrepoids, pour s'empêcher de piquer du nez. Les deux bouts ensemble, on disait. Mais les vrais, les purs vignerons, les pétras, disait-on, à cause des passereaux des vignes, c'étaient ceux de la Bonne Dame. Leur domaine, leur interminable rue bourgeonnée de recoins devenait une rue de la poterie, entre autres, cessait au seuil de la vaste place d'Armes. Le bourg, proprement dit, commençait au-delà, au signal du château, de l'église. La route y devenait grand-rue, se doublait, se triplait, flanquée de 2 rues latérales, au nord cette rue du Chanvre, au sud la grande rue du Port. De ce côté-là, plus de vignes, mais la Loire, ses quais de pierre, ses pêcheurs et ses mariniers, oh, on y sentait l'odeur des grèves, des filets mouillés, du poisson. C'était vraiment un autre monde, une autre race. Au lieu des vignerons sentencieux, traditionnalistes, patoisants, les hommes de l'eau. Plus de longues blouses céruléennes, mais de courts bliots bleu sombre. Plus de casquettes, mais des chapeaux de feutre noir à larges ailes. Au lobe de leurs oreilles, des oreilles terriblement velues, des anneaux d'or cerclant une ancre. Ben, c'est des mariniers que je parle. Postillons des coches d'eau, des gabarres, des sapines, des salambardes, des roanaises. De pays haut en pays bas, ils valaient. D'auberge en auberge, de fille en fille jusqu'à Nantes. Ils déchargeaient, vendaient leurs bateaux, quelquefois les démolissaient, pièce à pièce, pour en tirer un prix moins dérisoire. Les déchiraient, c'était leur mot. Les bourgs les paraient, à l'époque, du prestige des grands voyageurs. Franc du collier, prendre la langue, du poing aussi à l'occasion. J'ai connu les derniers d'entre eux, mêlés aux pêcheurs des barrages, tendeurs de nasses et de cordeaux, sur un rehaut du coteau en terrasse qui dominait le fleuve de 15 mètres et qu'ils appelaient grandiosement
la montagne, le port, la croix de pierre, la bonne dame, de petits mondes dans un monde, des coins du bourg, mais pas le bourg. Le bourg, c'était le cœur de la ville, l'emporium, la banque, le cerveau, les deux notaires, les deux médecins, le négoce et l'industrie, les boutiquiers marchands, la marchandise, disaient nos aïeux, et les manuels, les artisans, apprentis, compagnons et maîtres. Nous reparlerons de tous, ou plutôt des uns et des autres. Pour le moment, c'est leur collectivité que j'évoque, leur concitoyenneté communale et paroissiale. Chacun a sa maison sans doute, et chaque maison dans son quartier. Mais tous les quartiers bord à bord, solidaires, s'accommodant les uns des autres. Les maisons des maisons, et les hommes, vague que vague, des hommes. Bon gré mal gré, puisqu'on vivait ensemble. Il fallait bien, au bout du compte, corder. On aimait la galère sur laquelle on était embarqué. On la trouvait jolie, plaisante. On en avait l'amour et la fierté. La première vertu citadine, c'était la sociabilité. L'apprentissage en commençait tôt, autant dire dès l'école maternelle. Mais au bourg, on disait l'asile. J'y suis entrée en cotillon le lendemain de mes 22 mois. Petits pétrats, grenouilles d'eau douce, galopins endeuillés de futaine ou délicates bourgeoises brodées, on voisinait sur les mêmes bancs, selon l'âge et les préférences. Le zèle aussi, le classement glorieux ou monteux. Place au mérite. Voilà de bonne démocratie. Ce n'étaient pas les classes sociales, en effet, qui déterminaient les distances. Il y avait un autre asile, confessionnel, où régnaient de dignes religieuses. La proportion des enfants du peuple et des petits bourgeois bourgeoisans devait y être à peu près la même. La sociabilité dont nous faisions l'apprentissage était ainsi admirablement libérale. Nos préférences, nos choix allaient à des individus. À la bonne dame, traditionnaliste, on se mariait volontiers entre soi. 5 à 6 patronymes suffisaient à nommer les familles. Il fallait bien, pour s'y reconnaître, recourir à des surnoms. Je faisais ainsi connaissance avec les petits beurres secs, les petits perdrix aux choux, 3 œils, Polo du Port, fils de Polo, frère de Poli, criminel, caoteux, gigot fin, à l'infini. Nous aussi, et déjà, nous constituions un petit monde, à la fois circonscrit et divers. Et nous sentions germer en nous un patriotisme communal dont la chaleur nous faisait solidaires. Enfants de l'asile, nous étions. Le chef-lieu du canton voisin était fier de ses andouilles, fameuses à 10 lieues à la ronde. Nous les lui laissions volontiers. Nous lancions-nous des ponts suspendus, à Rouen, à Bordeaux, à Buenos Aires. Fiers de nos ponts, nous comparions sur le calendrier des postes le chiffre des populations respectives, fiers d'être les plus peuplés. Combien vivions-nous là, à l'asile? Grouillions-nous là? On arrivait des 2 côtés de la grande rue du port par les sentiers. La maison de la directrice s'accrochait au bord du coteau. Des avrils, l'air sentait la glycine, vibrait de bols d'abeilles, de bourdons bleus. Nous étions dans notre royaume, en Lilliput. Des bancs de bois, 3 longues planches clouées, 2 verticalement, l'autre à plat, badigeonnées de peinture noire. La poussière, les moutons s'accumulaient merveilleusement sous ces espèces de tunnels.
Une fois par semaine, c'était corvée de grands balayages assurés par nos propres soins. Propre. Ce n'est que façon de dire. Les longs tunnels valsaient à grand fracas, la poussière volait en nuages épais, les araignées surprises filaient, arrachant aux filles des cris aigus. Mademoiselle Octavie, notre maîtresse, présidait au sabbat des ballets géants. C'était une vieille fille sombre, aux bandeaux plats et cirés, au visage pâle et sévère. Elle était peut-être très bonne, mais cela ne se voyait pas. Sa mère la secondait, noire aussi, bonnet noir, devantio noir de paysanne, narines noires de priseuse enragée. De noir aussi se vêtait Octavie, mais d'un noir plus soyeux, plus lustré. Elle était férue d'hygiène. Il y avait, au bourg d'un préau, une étroite et longue pièce carrelée, au mur de laquelle était fixé un bac de zinc. Un étrange saucisson de fer blanc, muni à intervalles réguliers de menus robinets de cuivre. Combien chiche! Du goutte à goutte. À ce débit, les entrailles du cylindre se révélaient inépuisables. L'eau s'y imprégnait à la longue d'une fadeur particulière, un relent de croupissure que mes narines retrouvent encore. Et pareillement, l'odeur de la petite éponge, de l'unique petite éponge qui débarbouillait nos frimouses à tour de rôle, à la douzaine. « Approche ici, vilaine et sale !» Oh, c'était une injure considérable, une flétrissure redoutée. Hélas, les hivers étaient rares où nous ne l'encourions et la méritions en cœur. Il suffisait d'un moutard et d'un rhume. Mademoiselle, au revers de sa robe, Madame Mère, au creux de son tablier, plongeait une main dans l'or profonde, en tirait un vaste mouchoir, et de moucher, et de faire souffler, à tour de rôle, changeant de place, bien sûr, de coin en coin. Mais le résultat n'en était pas moins infaillible. Dès la Toussaint, tous les nez de l'asile étaient sales. On en avait jusqu'au printemps. J'ai eu 5 ans, bientôt 6 ans. Le temps était venu de dire adieu à l'asile, au petit sentier, d'entrer à la grande école. Oh, la grande école était toute petite, ou plutôt ramassée sur elle-même. Une grille rouillée, une cour, les salles de classe à droite, un préau poudreux à gauche, au fond une murette de briques, séparant de par-delà ce potager la maison de ce haut personnage tout-puissant, redouté, redoutable, la maison du père Puy, le premier maître. C'était un temps très rude encore. Je l'entends au sens de pedouiller, d'endurant. On y avait froid l'hiver. On s'éclairait chichement la nuit venue. Je me rappelle un de mes camarades, très tôt orphelin de père, qu'un grand-oncle, ancien marinier, avait recueilli sous son toit avec son frère et sa maman. Ces vieilles maisons de mariniers, c'étaient les plus belles du bourg, bâties au temps d'une prospérité que le chemin de fer avait tuée. Mais elles étaient glaciales et sombres. Les 2 gamins, le soir, travaillaient à la faible lueur d'une chandelle, une seule chandelle, tout contre l'âtre où s'éteignaient les dernières braises. Quand le vieil homme était couché, la maman, sur la pointe des pieds, allait quérir une seconde chandelle, épiant du seuil de la porte le ronflement de l'oncle endormi. Il était bonhomme mais violent, et n'eût point accepté cette scandaleuse prodigalité. Glaciale. Toutes les maisons l'étaient l'hiver venu. Ça fait une pièce, la cuisine, et quelquefois, chez les privilégiés, la salle à manger. Mais nous aimions l'hiver et ses jeux, les patinoires que les ruisseaux gelés nous offraient tout au long des rues. Jamais enfance furent-elles plus joueuses.
retour, on engouffrait le déjeuner dans la hâte d'arriver plus vite. La classe reprenait à 1h. De la maison du père Puy, longue masure basse au toit de tuiles moussues, les pensionnaires sortaient un à un. À leur suite, le père Puy, son nez écarlate, sa moustache jaunie de nicotine. Il s'asseyait sur le murtin de briques, les sous-maîtres s'approchaient, le saluaient. Au beau jour, par la fenêtre ouverte, on voyait la mère Puy et sa bonne, la belle Juliette, qui desservait, rangeait la vaisselle. Oh, tout débordait, les bruits, les odeurs, les serviettes de toilette aux lucarnes des mansardes. Le cours complémentaire était fameux, loin à la ronde. De la Beauce, du Val, de la Sologne, rappliquaient de grands gars paysans aux gros genoux, aux poignets épais, eux aussi débordant de leurs nippes. On en avait juché sur le toit de la mairie proche, d'autres chez une logeuse du bourg, la mère Crolla, vieille fée carabosse et barbue, toujours en caraco, toujours coiffée d'un bonnet à bride, toujours une perle de roupie qui lui tremblait au bout du nez. 1h sonnait, tombait du clocher. Le sifflet du père Puy stridait. « Ah !» Oh, cela ne traînait pas. L'instant d'après, la cour était vide. Chaque classe annonnait en cadence et berçait le quartier d'une immense rumeur studieuse. Mais soudain, d'une classe ou d'une autre, jaillissait un rugissement. Était-ce Puy? Était-ce Caragnou? Bordeville? Maître, adjoint, ils avaient tous le rugissement facile et la torgnole tout aussi prompte. Tantôt la simple gifle, tantôt l'honorable fessée suspendu au creux d'un bras vigoureux et gigotant en roi de veine. Tantôt, au moins aussi souvent, le coup de règle sur le bout des doigts joints, très sec, l'angle du beau côté. Pauvre gosse, je pense aux petits doigts et aux engelures boursouflées des hivers. Mais qui se serait plaint, indigné? C'était ainsi, c'était dans l'ordre. Ces hommes-là n'y mettaient point de méchanceté. Ils étaient même, mais oui, relativement discrets. Comment faire, disait-il, avec ces petites têtes de cochon? Peut-être aussi et déjà, certains parents l'auraient-ils l'aventure entendue d'une autre oreille. Les temps marchaient, l'esprit changeait. Les plus saines traditions commençaient à se voir battues en brèche, mais qu'un pensionnaire, un allié, un élève recommandé s'avisa d'affirmer sa tête. Je me rappelle un neveu du père Puy, un certain Paulin Mussard. Oh, il n'était pas au très bon sujet. Il avait la caboche un peu dure. Quelle danse! Je l'ai vu rouer de coups sur l'estrade, tambouriner de la badine, démoller aux épaules et des épaules aux mollets comme une carpette empoussiérée. Hurlant, suppliant, grimaçant, défiguré par une bouillie de larmes. Et en face, toute une classe médusée. Une fois pourtant, une mémorable fois, la classe put voir le terrible Pierre Puy déconcerté, presque interdit, non par le triste Paulin Mussard, mais par un autre recommandé. Celui-là s'appelait Roubine, madré, malin, de ceux dont on dit en Sologne « il est plus roué ce drôle que les faits d'un postillon ». La citation est de circonstance. Roubine avait blindé sa culotte de fer blanc. Au premier coup qui s'abattit, une stupeur en même temps tomba. Quelle sonorité monstrueuse! Nul de nous n'en crut ses oreilles, ni le père Puy,
La badine lui sauta des mains. Le père Puy s'appelait Alexandre. C'était sa fête, célébrée dans la liesse, le vacarme, les vivats, l'odeur de la poudre. Le père Puy, je l'ai silhouetté. Alexandre, lui, n'était que sourire, tolérance, indulgence paternelle attendrie. C'était sa fête. Il donnait le là au pays. Et ainsi, nous, ses élèves, nous étions rois. Tout nous était permis. Cela commençait dès la veille, comme la plupart des fêtes locales. Quelle bonne fête que nous précédait la rituelle retraite au flambeau. Ni la fanfare municipale, ni les pompiers porteurs de torches ne nous accordaient leur concours. Peut-être même l'eussions-nous refusé. C'était la fête de l'instituteur, et par conséquent de l'école, de l'enfance, notre fête à tous, les garçons. Ainsi, nous avions notre fête, nous, les gars de la communale. Mais les filles, les bouelles, avaient bien entendu la leur, avec la Sainte Victorine. Une vieille fille austère et raide, sans badine, mais non moins stricte que le père Puy. Qui n'avait sa fête dans le bourg? Sa fête publique, j'entends, qui devenait ainsi fête de tous. La pas bonne fête qui met quelqu'un dehors. C'est un dicton de la province. On conviait la cité entière, quartier, corporation, confrérie, qui n'avait sa bannière et sa fête. Et pareillement, les tournants de l'année, les saisons. Voilà, entre autres choses, qui nous ramènent des siècles en arrière. En ce temps-là, dans une très large mesure, on était maître de ses loisirs. Personne n'était pressé. Ou plus exactement, chacun ou presque pouvait atteindre. Demain s'en faut, pour annoncer une livraison, un trait chez le bourrelier, une serpe chez le taillantier. C'était souvent après-demain. Affaire de ton, de part et d'autre, chez la pratique et chez l'artisan. L'un des deux pharmaciens du bout, M. Chandoué, celui de la gauche, sortait le soir de son officine pour porter son courrier à la poste. Son courrier, enfin, une lettre ou deux, c'était l'affaire de 200 mètres. Il n'a jamais atteint la poste que la levée ne fut déjà faite et le courrier partit à la gare. En vain, d'un soir à l'autre, avançait-il l'instant de son départ. Il y avait sur le trajet trop de seuils accueillants, trop de camarades rencontrés, de partenaires pour une manie, pour un billard. Non, je manquerais le courrier. Et ponctuellement, il le manquait. Mais il allait quand même à la poste, il toquait à la vitre, au volet si c'était l'hiver, remettait sa lettre au receveur en personne. Encore un camarade, parbleu. Qu'eût-il pu faire? Il l'invitait. Pâques, Fête-Dieu, Assomption, Toussaint, Noël, chaque grande fête religieuse s'accompagnait comme un doublé profane de foires animées et bruyantes où venait déferler la campagne, où les tentes des marchands se mêlaient aux baraques foraines, où Bataclan, le chanteur de Complain, aveugle, coiffé l'hiver comme l'été du même vieux canetier jauni, déclamait du même ton l'affreux crime de Brière, meurtrier de ses 5 enfants, et les grosses gaudrioles qui faisaient s'esclaffer les hommes et rougir les filles à marier. Évoquer d'autres fêtes, moins pompeuses, mais peut-être à mon sentiment les plus aimables, les plus émouvantes, celles qui touchaient à la vie des familles. Baptême, mariage, on les sonnait à grande volée, comme pour un retour de Rome.
Qui marie-t-on? Qui baptise-t-on? Oh, mais d'avance on le savait. Du fond des classes, nous entendions vibrer les reins. Même vol de cloche pour les mariages, même frémissement de l'air jusqu'aux nues, même liesse partout répandue. Mariés en tête, le cortège défilait. En tête, non. J'oubliais les ménétriers. Ils étaient deux, violon et piston. L'un tout petit, boiteux et glabre. L'autre très long, sec comme un échalas. Le teint d'autant plus vultueux qu'il soufflait plus fort dans son cuivre. Et des moustaches de chef gaulois. Ce défilé. Même les plus assurés des bourgeois, les plus férus de respect humain, si leur fille se mariait au pays, n'auraient osé enfreindre un usage si universel, si constant. Ces pompes, ces cloches, ces musiques n'allaient point quelquefois sans certains retours d'opinion, certains effets à retardement, d'autant plus roides, hélas, qu'ils avaient été moins prévus. Il arrivait qu'une blanche mariée, candide et fleurie d'oranger, accoucha dans les 6 semaines. La grand-mère en eût pris son parti, sans se souvenir de cloches éclatantes, ces tintements glorieux et sonores, ironiques et guillerets, qui résonnaient interminablement, qui résonneraient longtemps encore dans sa mémoire. Un petit, on sait ce que c'est, ça arrive. Mais les cloches, mes bonnes, ces cloches, qui pouvait-on? Elles avaient sonné. Sur le point de la tradition, comment omettre le jour de l'an? Il y fallait d'abord la neige. La neige aussi était de tradition. Il y en avait toujours. Les pauvres, les gagne-petits de la bourgade, pas les mendiants, non, les haricandiers, les tâcherons, les ramasseuses de champignons. Ils venaient tous, ils sonnaient tous. Ils la souhaitaient bonne et heureuse. C'était immuable. Cette fête d'hiver n'était pas ce premier de l'an protocolaire, ganté, guindé, à l'image de ces vénérables personnes dont les bajoux, je parle des vieilles dames, et les moustaches, c'est encore d'elles que je parle, venaient nous frotter le museau. Non, et c'était des semaines plus tard que les hommes de ma petite ville célébraient la montée de la sève, le temps venu de tailler leurs vignes. La Saint-Vincent, sauf erreur de ma part, se célèbre le 22 janvier. Nos vignerons n'y manquent un point. Derrière leur bannière, leurs bonnes dames, processionnant vers l'église du bourg, où ils entendaient pieusement une grande messe solennelle, leur grand-messe. Mais c'était plutôt, entre Noël et le jour de l'an, que la coutume la plus singulière affirmait sa pérennité. Ce soir-là, dès la nuit venue, la sombre et glaciale nuit d'hiver, les jeunes vignerons, les pétrats drus et hardis, allaient en troupe de seuil en seuil pour donner aux bonnes gens une étonnante et rustique sérénade. Attendez, les paroles reviennent. Là, la Saint-Vincent qui vient, donnez-nous joyeusement par la sangoigne. Mon camarade a fret aux pieds. Oh, les miennes sont au point réchauffées. Mon camarade a fret aux pieds, et moi je tremble. Tout cela coupé du vieux cri druidique exultant, lancé à l'unisson par les deux moitiés de cœur. Ô Guy, l'ennui. Les hommes des vignes essaimaient-ils hors de leur quartier, se répandant à travers le bourg et jusqu'aux maisons des pêcheurs, des mariniers accrochés au port. C'était vraiment le contact de deux races, l'une endormie et plutôt lente, sentencieuse, raisonnante, raisonnable, l'autre ouverte, liante, expansive et même quelque peu braillarde. L'une voyageuse, dénouant comme par vocation les amarres de ses bateaux, l'autre rivée à ses maisons basses comme la chèvre à son piquet. Et cette nuit-là,
Pour une fois, et le vin chaud aidant, c'étaient les silencieux qui braillaient. 2 races, ai-je dit, étaient donc à ce point? Mon Dieu, oui, jusque dans la physiologie, dans le vêtement, dans l'habitat, dans le langage. Chaque vigneron avait son âne, son cochon, quelquefois pas toujours une vache. On n'a jamais vu un cochon sur le porc qu'en jambon et en saucisson. C'est même là sur ces différences, sur cette particularisation des individus, des métiers, qu'il sied à mon sentiment de mettre, comme on dit, l'accent. Chaque quartier avait sa voix, son odeur, celle du Cati près des étalages de Rouennerie, celle du châtaignier mêlée à celle du vernis dans les parages de la boissellerie, des barattes, des baquets, des barils. Et la rumeur, les voix, les rires tonitruants, les coups de cloche annonçant l'ouverture d'un marché. Tout se traitait de gré à gré, sur parole, à grand top là, à pleine largeur de peau, et cochon qui s'en dédisait. Et qui s'en fut dédit? Personne. On dételait dans les cours, chez le charron, chez le maréchal, chez le charcutier aubergiste. Les carrioles tombaient sur leurs brancards. Chaque cheval avait sa case, un box de planches appuyé contre un mur, un anneau scellé pour le licol. Des aliments de case, des mines de crottin où chacun, l'heure du retour venu, savait retrouver sa bête. Mais avant, on avait fait son plein de cordialité, de manie, de billard, de fumée, de paroles. On déjeune, gars, on déjeune. On s'attablait à 10, à 20 dans l'arrière-salle du charcutier. 2 sous de pain, du pain blanc, du pain tendre, 2 boulettes de viande en sauce, à 2 sous l'une, le quart d'un fromage à 8 sous, 3 sous pour une chopine de vin rouge. Faites le compte, il y en avait pour 11 sous. Mais on s'en pourléchait encore, on s'en congratulait jusqu'au milieu de la chaussée, entre les roues des premières voitures réattelées pour le retour. Bon de là, on a bien déjeuné. On était gai, mais raisonnable. On allait rateler à son tour. Mais il se trouvait des lurons, des acharnés, des paniers percés. Ainsi, entre autres, Bicanel. Ah, Bicanel, quelle chopine eût suffi! Il était de ces buveurs fameux qu'on devrait dire institutionnels. Ma petite ville était très fière de l'orangerie de son château, du mausolée de Philippot de la Vrière dans son église et de quelques poivreaux remarquables, dont Bicanel. C'était un homme du Val, grand, sec, barbu, à belle tête de modèle italien. C'était un temps où la plus vertueuse, la mieux attentionnée des propagandes anti-alcooliques s'accommodait fort bien de la diffusion la plus large et, semblait-il, la plus prospère des spiritueux les plus nocifs. Le pochard dans la rue était un spectacle banal, mieux propre, si l'on ose dire, à provoquer l'hilarité des foules que l'horreur de l'alcool en la personne de l'ilote ivre. D'ailleurs, presque tous ces biberons mémorables ont atteint un âge avancé, 90 ans ou presque, en ce qui concerne Bicanel. Mais il est temps de revenir au bon peuple de ma petite ville. Une figure familière, alors à peu près disparue, c'est celle du petit rentier. J'entends à 100 sous par jour. Voilà encore un mythe. Feu la pièce de 100 sous, la thune, le beau disque d'argent qui claquait large sur la paume et pesait au fond du gousset. Unité, symbole, ambition, substantielle réalité aussi. Rêve du pensionnaire allant embrasser sa grand-mère avant de rentrer au lycée, de l'employé
de l'ouvrier père de famille, de l'artisan à son établi, du boutiquier à son comptoir, du futur petit rentier, du français. Quand il économisait sou par sou, quand il rognait sur les bouts de chandelle, c'était sa tastune quotidienne qu'il pensait. Car le pain viendrait de surcroît, et même le beurre sur le pain. Et aussi à sa maison, à sa petite maison à lui, sa maison de propriétaire. Oh, ce rêve-là, le français le porte toujours en lui. Mais ça me suffit. Les si petites, les domiciles adorés en témoignent. Pour 1000 francs par pièce, à peu près, 3000, 4000 pour le tout, on avait une maison d'occasion. Pour le double, une pimpante maison neuve, construite en dur, avec des murs de 45. Bien souvent, cette maison, le petit rentier la parait, l'achevait, la fignolait lui-même, tartinant les peintures et collant les papiers intérieurs. Il appelait cela « papiété ». Ne le voyez pas trop vieux, il vieillirait assurément, et même il y comptait bien. Assez sage déjà pour faire sienne la sentence des vieux du pays. Le seul moyen qu'on ait trouvé de mourir tard, c'est de vieillir. Mais il commençait jeune encore, vert encore. Il tenait à profiter longuement de sa condition nouvelle. Oisif? Non pas, mais libre de soi, et même libre de travailler. À quoi bon vivre à la campagne si la maison n'a pas son jardin? Bêcher, sarcler, fumer, arroser, c'est profiter. On a des poules, une mère lapine, on vit sur le fond, on profite. Ce qu'il reste encore à acheter, qu'est-ce que c'est? S'habiller? Oui, mais ce sont les gens de la ville qui se soucient de représenter. Ici, vraiment, ce n'est pas la peine. Pourvu qu'on soit propre, bien tenu, on n'en est pas à une reprise près. Admirable économie. L'habitude est prise et bien prise. Même sur la rente, on continue encore d'épargner, de mettre encore un peu de côté. Si le gramme d'or vaut 3 francs 10, 3 francs 10 font un gramme d'or. Notre homme se lève de très bonne heure, passe son tablier de travail et descend à son jardin. Même s'il s'échine, il le fait pour lui, pour soi. Il trouve dans cette conviction, à travers sa fatigue même, ses bras raidis, ses reins courbaturés, une jouissance intime et secrète dont il ne se blasera jamais. Quelquefois, entre camarades, il avoue avec un sourire. « Depuis que je n'ai plus rien à faire, je n'ai jamais tant travaillé. » Et voilà, il est rentier, il est libre. C'est une joie qui rejoint celle dont j'ai parlé tout à l'heure jusqu'à se confondre avec elle. Allégresse intérieure qui échappe à toute contingence. Sentiment sans cesse ranimé d'une vie qui ne doit rien aux autres. Et si je dis moi, petit rentier, les mains sur le manche de ma bêche et le menton appuyé sur les mains, si je décide, demain, j'irai pêcher à la ligne. Qui viendra me dire le contraire? Je suis mon maître. Il a ainsi toute une provision d'aphorismes aussi grisants les uns que les autres. Et te dit, du gousset de son gilet de laine, si reprisé qu'il en est cuirassé, il extrait sa grosse montre d'argent. 5 heures bientôt. Il est temps d'aller s'apprêter. Sa femme l'attend. Elle aussi a regardé l'heure. Elle a tout préparé dans la chambre. Une chemise blanche, le costume convenable. Il y en a bien un autre, le costume numéro 1, noir, naphtaliné. Mais celui-là ne sort de l'armoire que pour les solennités. Un baiser rapide? À tout à l'heure. Et la rue. Le rite commence dès le seuil avec les rencontres prévues. Le café de la ville est au bout de la grande rue.
un endroit où elle fait cul-de-sac entre le tournant de l'église et le pavillon du château. Les passants ne sont pas si nombreux qu'on aperçoive déjà du plus loin les habitués de 5 heures. Thomé, Ardel, Mulot, Duclou. Ils vont tous, sans ralentir ni hâter le pas, assurés qu'ils vont se rejoindre. Ils processionnent vers le Jacquet, la Manille, le billard, les dominos, et surtout vers le poêle l'hiver, les 2 grosses flammes à suspension. Le plaisir de se sentir ensemble, en société, de palabrer, de rouler une cigarette, de mettre au point chacun son tour écoutant, disant son mot, hochant la tête, la chronique de la journée. Tout cela pour 25 centimes, le prix d'une consommation. Car on ne vient pas là pour boire, on n'est pas chez un mastroquet. Il y en a où l'on siffle debout, selon l'heure, devant le comptoir de zinc, un mélécasse, un champoreau, un canon. Mais ce n'est pas la même clientèle. Celle du café de la ville est une clientèle bien. On ne s'y bousculait pas. 2 ou 3 quatuors de manieurs échangeant des propos feutrés, les chocs des boules de billard, les carambolages du patron tenant tête au chef de la fanfare municipale et républicaine, c'était tout. On sirotait à petites gorgées un vermouth, un vin blanc gommé, l'hiver un grog plutôt léger. La patronne retenait les bouteilles. Un lait chaud pour les estomacs délicats. Parfois, leur partie achevée, des joueurs venaient, debout, à un pas en arrière, assister d'autres joueurs en action, approuvant, désapprouvant du menton, grave, discrets dans leurs commentaires, car la poudre s'enflammait vite. Les aiguilles de l'horloge tournaient. 7h moins le quart, 7h moins 10. Diable, allons! Tout le monde était bientôt debout. Oui, allons, décidément! On serrait les mains à la ronde et le petit rentier regagnait sa petite maison, content, ou plutôt satisfait. Hélas, les aiguilles tourneront. Au cadran de la vieille tour carrée, l'heure sonnera d'une communion tragique, inoubliée de ceux qui l'ont vécue. Parce que c'était les vacances, j'étais là. J'ai vu partir pour l'Holocauste les fils de ma petite ville, le plus chaud, le plus pur de son sang. Je fus témoin d'une angoisse si digne, si courageuse, presque sans cri, en tout cas sans chanson. 2 août, 3 août, c'était un été lumineux. La lumière ruisselait sur les toits. Sous la coupole d'un ciel limpide, dans une clarté matinale sans brume, je pus, du train qui m'emportait, suivre des yeux longtemps, s'amenuisant dans la distance, le fin clocher, dont la flèche pointe toujours à l'horizon de mes souvenirs d'enfant. Il a fallu une 2e guerre et les bombes des Caproni pour que la flamme le découronna. On l'a relevé aujourd'hui, tout pareil à ce qu'il était. Mais je sais que ce n'est plus le même, que vraiment
c'est un autre clocher. C'est pourquoi il m'arrive de dire, songeant au clocher massacré, à sa silhouette vigie, dernier signe de ma vallée au bord de l'horizon de plaine, signe d'Herverdio de Loire, des beaux arbres de Monsieur Desroux, des haies de nos petits sentiers, de l'asile, de la grande école, de tout ce que j'avais aimé. Il m'arrive de dire, ne sais-tu pas enfin que tout meurt de ce qui a été vivant? Que c'est une des tristesses de l'âge de survivre à ce qu'on a aimé? À quoi bon nier une évidence qui saute aux yeux de tout le monde? Refuser une réalité dont il faut bien que les hommes s'accommodent sous prétexte qu'elle ne te plaît pas? On rumine, disait mon camarade. On radote. Ouvre les yeux. Résigne-toi. Accepte. C'est comme ça. Et je me réponds à moi-même, bien sûr, j'accepte. Je ne suis pas si déraisonnable, mais je ne me résigne pas. Je ne suis pas non plus si veule d'avance ralliée à toutes les perspectives que l'avenir propose ou impose, y compris celles que mon instinct refuse irrépressiblement. Je ne peux pas. Je ne veux pas me résigner à croire qu'en cet été de 1914, dans la lumière du jour radieux où le clocher de mon enfance tremblait au battement du tocsin, une civilisation mourait toute, basculait d'un bloc, corps et âme, dans un brusque et sanglant remous, effacée de dessus le ciel et dorénavant abolie, comme si elle n'eût jamais été. Ni la vie, ni la mort même n'ont jamais cette rigueur absolue. Fussent-elles mortelles, les civilisations ne meurent pas si vite, et elles ne meurent pas tout entières. Bien sûr, je sais que l'histoire s'accélère, qu'elle nous emporte irréversiblement. Mais il est bon, dans ce branle haletant, de se retourner un moment, de reconnaître aussi notre image dans un monde qui a été le nôtre, au fond d'un temps que nous avons vécu et où la vie nous a chanté.